Pour commencer, pour un petit peu introduire le sujet, est-ce que vous pouvez faire un petit bilan sur la première partie de saison des Girondins, donc après 13 journées, on le rappelle? Ouais, c'est un bilan un peu contrasté, mais un peu attendu aussi, dans le sens où après quand j'ai pris connaissance un peu du recrutement, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, il y a eu un gros souci pour moi qui est d'importance, c'est la vente du club qui a mis beaucoup de temps à être officialisé, à être entériné, et du coup, je pense que même si les joueurs disent qu'ils n'ont pas été touchés par ça, je pense que ça met quand même pas les joueurs et le groupe dans les meilleures conditions, avec l'épisode Poyet, avec ce qui s'en est suivi, on le sait, l'arrivée de Ricardo qui a un petit peu tardé. Ce qui se passe aujourd'hui aussi pour Ricardo, qui est pour moi une situation qui est très compliquée, qui à long terme est pas forcément viable, mais bon, on y reviendra peut-être après. Je trouve que globalement, la première partie de saison, sur ces 13 premières journées, c'est quand même plutôt intéressant au niveau européen au début, par rapport au parcours, parce qu'ils ont quand même dû passer par 2 tours, plus les barrages. C'était pas une mince affaire, ça a été bien négocié. Ensuite, bon, malheureusement, les résultats ont été très compliqués aujourd'hui. Mathématiquement, c'est pas fini, mais je pense quand même globalement que ça semble très difficile, même si battre Copenhague et le Slavia Prague reste à la portée des Girondins de Bordeaux sans aucun problème. Après, en championnat, moi, je reste un peu sur ma faim parce que je trouve qu'il y a un manque de constance qui est assez important. Je pensais que les Girondins étaient capables de pouvoir être plus constants dans un match. Souvent, il y a de bonnes premières mi-temps, des deuxièmes qui sont plus difficiles ou inversement, mais après, c'est un problème global. Quand on regarde le foot français aussi aujourd'hui, c'est très difficile d'être performant sur 90 minutes. On a vu de bonnes choses. Moi, j'ai fait le derby Bordeaux-Nantes, qui était peut-être l'un des matchs les plus aboutis. Ce jour-là, j'ai quand même pensé que Bordeaux pouvait vraiment avoir de l'ambition. Alors, l'ambition, c'est pas vraiment, elle n'a pas été très claire, mais les 5 premiers, je pense que c'est envisageable. C'était envisageable surtout quand on sort d'un match comme ça, quand on voit la qualité d'un Camano qui est performant, régulier depuis le début de la saison. Il a eu du mal par le passé à l'être. Là, il a franchi un cap quand même de ce côté-là, même si depuis plusieurs matchs, ça devient un peu plus difficile. Je pense que c'est surtout physiquement, mais avec des joueurs comme Caramo, Camano, Kalou, qui apportent beaucoup depuis qu'il est arrivé, Jimmy Briand qui apporte de l'expérience. Même si personnellement, alors j'aime beaucoup Jimmy Briand, ses qualités, mais quand je regarde un peu l'équipe mise en place, je vois les matchs, les prestations de Cornelius, même s'il est un peu touché aux adducteurs en ce moment. Je trouve que c'est très intéressant, il joue juste, c'est un point de fixation important, et je trouve que voilà, l'équipe est plutôt bien équilibrée, avec un Otavio qui a repris confiance, qui est très intéressant aussi au milieu. Défensivement, c'est quand même relativement solide avec un très bon tableau depuis le début. Donc voilà, moi je reste un peu sur ma faim par rapport au classement, par rapport à la série en cours, parce que je crois que ça fait 6 matchs qu'ils n'ont plus gagné depuis ce derby contre Nantes. La seule victoire sur les 9 derniers matchs, c'est trop peu pour espérer avancer et se situer plus haut au classement. Maintenant, je me fais pas trop de soucis parce que il y a de la qualité dans ce groupe et je pense que ça peut bien tourner. Et puis vous parliez du match de Nantes, pour les avoir vus tous les matchs depuis le début de la saison. Le match de Nantes est clairement le plus abouti dans tous les domaines et dans tous les secteurs du jeu. Et c'est vrai que c'est quand on voit ce match-là, on se dit c'est dommage qu'ils puissent pas reproduire ça à tous les matchs, quoi, vraiment. Ouais, mais c'est ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut regretter malheureusement. Après Nantes était dans un cycle un peu compliqué. Ouais. Premier match d'Ali Odzic, entre autres. Ouais, c'était le premier match d'Aïoti qui avait encore plein de principes de jeu. On a compris qu'ils ont été effacés depuis, grosse prise de risque dans la relance depuis derrière. Je pense qu'ils se sont tirés un petit peu une balle dans le pied les Nantais sur ce match. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on a vu des Bordelais conquérants, des Bordelais séduisants, on a vu de la solidité derrière. Moi je trouve que derrière c'est vraiment très solide. On s'interroge toujours d'ailleurs avec Patrice Ferry quand on commente les matchs sur le pourquoi du départ de Pablo pendant quelques mois, parce que quand on voit la qualité de ce joueur et ce qu'il est capable de faire, parce que lui la régularité il sait ce que c'est, et très sincèrement aujourd'hui il fait partie des meilleurs défenseurs centraux l'un des meilleurs défenseurs centraux de notre championnat, c'est certain. Après c'est vrai que sur ce match-là on a vu un équilibre global, on a vu une belle cohésion, on a vu de la qualité individuelle avec un début de somptueux, celui de Caramo notamment. Mais voilà, il y a du potentiel. On a bien travaillé au niveau du recrutement. Caramo, Cabano qui
qui est en train de confirmer enfin, Samuel Kalou qui pour moi est vraiment un très très bon joueur que j'aimerais voir un petit peu plus. Après il y a peut-être une question à se poser sur le schéma, on sait que Ricardo depuis qu'il est là évolue beaucoup en 4-3-3, aussi en 4-2-3-1 avec son carré un peu dans ce rôle de 10. Je pense qu'on pourrait très bien retrouver un Bordeaux peut-être plus conquérant offensivement et plus séduisant aussi en alignant les trois, parce qu'aujourd'hui je trouve ça assez terrible de se passer dans des trois que je trouve vraiment très performants, et les 3K comme on est en train de les surnommer un petit peu, mais voilà, avec Cornelius, après c'est vraiment que personnel, mais je trouve que Cornelius apporte vraiment quelque chose, un profil que les Girondins n'avaient plus depuis un long moment. Et aujourd'hui, on parle souvent de la complémentarité. Et je trouve qu'avec Cornelius titulaire dans son jeu de déviation, ça peut vraiment profiter aux flèches que sont Camano, Caramo ou encore Kalou. Et contre Nantes, c'est vrai que ça s'est pleinement exprimé. Après, il y a eu des matchs plus difficiles. Le dernier contre Caen a été très compliqué. Voilà, Montpellier au niveau réaliste, ça a été difficile aussi. C'est la constance, mais la constance, c'est la grande difficulté dans le sport de haut niveau et dans le football aujourd'hui. Après avoir fait donc un bilan très complet sur la Ligue 1, un petit mot juste sur les matchs d'Europa League. On sait que voilà, toute la presse et tous les supporters ont dit que les matchs étaient bons, mais très souvent sans résultat. On pense forcément au match au Zénith que les Bordelais perdent après avoir fait un bon match. Quel regard vous portez là-dessus? Ouais, celui-là, le retour, il y a match nul aussi. Je pense que sur ce match-là, il y a la place effectivement pour gagner. Après, il y a des regrets, mais moi, ça me chagrine un petit peu parce que quand je vois la deuxième partie de saison de Bordeaux qui arrive à décrocher un petit peu miraculeusement l'Europe, aujourd'hui, je sais que c'est un club qui joue l'Europe, qui triche pas. On a beaucoup parlé de certains clubs qui font des efforts pour se qualifier et qui ensuite la jouent pas à fond. Moi, je trouve que Bordeaux, de ce côté-là, n'a pas triché depuis le début. Après, c'est quand même un groupe qui était très ouvert. Alors, le Zénith, aujourd'hui, paraît être effectivement un petit peu l'épouvantail du groupe. Mais quand on regarde derrière, le Slavia et Copenhague, c'est les équipes qui ont de l'expérience, malgré tout, de la Coupe d'Europe. Copenhague en Ligue des Champions aussi. Donc, la différence, je pense qu'elle s'est faite là. Parce qu'ensuite, après, les compositions d'équipe étaient plutôt claires. Moi, je trouvais plutôt cohérentes. Et voilà, il y a de la déception, on peut la comprendre, la déception. Après ils n'ont pas triché, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont manqué de réussite, d'efficacité dans ces matchs-là. On peut pas se permettre d'avoir 5-6 occasions sans marquer. Et quand on mène 1-0, il faut être capable d'enfoncer tout, chose qu'ils n'ont pas fait. Ils ont joué aussi de malchance, mais et en face, c'est des équipes malgré tout, même si ça paraît un petit peu en dessous quand on regarde les effectifs individuellement qui ont l'habitude de jouer l'Europe, qui ont cette habitude-là, et aujourd'hui on se heurte à ce genre de choses, au problème du réalisme, de l'inefficacité en l'occurrence, et ça fait mal, même si encore une fois mathématiquement c'est pas terminé, et battre le Slavia et Copenhague sur les deux derniers matchs, je trouverais ça plutôt normal et logique. Maintenant, ils ne peuvent pas compter que sur ça malheureusement. Du coup, vous avez évoqué des points positifs. On pense à la solidité défensive, le recrutement de Cornelius qui est pour l'instant assez satisfaisant. Est-ce que vous voyez des points noirs sur ce début de saison, des points faibles, un petit peu des failles dans cette équipe? C'est difficile. Les failles, moi, j'en trouve pas vraiment, parce que quand on prend les joueurs et quand on prend l'équipe ligne par ligne, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, on parle de la solidité incarnée par Pablo et par Koundé aussi, qu'il faut bien sûr pas oublier, parce que c'est un jeune du centre. Aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire en pro, d'afficher ce niveau-là et cette constance, c'est quand même très intéressant. Après, quand on voit Benoît Costil, c'est quand même une des valeurs sûres de notre championnat. Quand on prend Pablo Koundé, c'est du solide dans les couloirs. Moi, je suis très agréablement surpris par Sergi Valencia, même si après, il y a un petit peu de lacune défensive. C'est un joueur qui est très porté vers l'avant. Il y a un peu l'idée de la formation du Barça, forcément. Ils ont l'habitude d'avoir le ballon très souvent, mais moi, je suis très agréablement surpris par sa qualité. Quand on voit ensuite les possibilités d'avoir un Sabali,
un Pounjé ou un Théo Pelnard qui est peu utilisé parce que bon, il a été blessé, il a eu un gros souci malheureusement. Je trouve qu'il y a de la qualité après au milieu de terrain avec Otavio depuis l'arrivée de Ricardo qui je pense a gagné en confiance. C'est un joueur qui marche beaucoup à l'affectif, il en avait besoin. Ça lui a fait le plus grand bien. Je trouve que Otavio les ragueurs c'est costaud, que ce soit avec Sankaré ensuite, Vada qui est rentré un petit peu, j'étais très heureux d'ailleurs pour lui parce qu'il s'accroche, il triche pas en allant avec la réserve le week-end et je trouve que c'est pas facile après les saisons qu'il a connues et voilà, moi je trouve que c'est une équipe qui est globalement très équilibrée et offensivement il y a beaucoup d'équipes de notre championnat de Ligue 1 qui aimeraient avoir des joueurs au potentiel de Camano, de Caramo, de Calou. Les trois peuvent être alignés ensemble. Il y a des possibilités aussi sur le banc. Et voilà, la petite interrogation, c'est peut-être offensivement sur le rôle de numéro 9, parce que Cornelius, finalement, on a quand même très peu vu titulaire depuis le début de la saison. On dit de lui qu'il n'est pas capable de tenir plus d'une heure pour l'instant, ou voilà, un rythme élevé. Ce sont deux profils différents avec Briand, mais je trouve que c'est intéressant. À chaque fois que Cornelius est entré en jeu, il a amené quelque chose. En plus, dans la justesse technique aussi, ça reste quand même un bon joueur de foot. Hein. C'est pas, on a le sentiment que c'est un grand gabarit, mais il est quand même plutôt à l'aise et adroit avec ses pieds. Il a une bonne qualité de pied gauche, en remise c'est très propre. Moi, je trouve que c'est une équipe qui est assez complète. Maintenant, il y a peu de solutions peut-être de rechange. C'est peut-être au niveau de l'effectif dans sa globalité où ça peut paraître un petit peu compliqué quand on regarde ça. Après, il y a des interrogations. Il y a Nicolas Depréville qui a besoin aussi de marcher à la confiance, à l'affectif. On voit que c'est compliqué pour lui en ce moment. La rentrée contre Caen a été difficile. Voilà, des points faibles réellement dans l'équipe. Très sincèrement, j'en trouve pas. Quand je regarde ligne par ligne, je trouve qu'il y a de la qualité pour faire une belle saison. La transition est quasiment toute trouvée. Vous évoquiez dans votre argumentation Valentin Vada. Je voulais justement revenir là-dessus. Il est entré en jeu donc lors du dernier match face à Caen. Est-ce que ça pourrait être lui le milieu créateur que Bordeaux a tant besoin? Parce qu'on sait que voilà, les profils au milieu de terrain, on pense à Leragueur, on pense à Otavio, on pense à Sankaré encore à la limite, sont pas très créatifs, ont du mal à se projeter vers l'avant. Et encore, je mets Sankaré entre parenthèses. Est-ce que voilà, Valentin Vada pourrait être ce milieu créatif qui pourrait débloquer cette attaque bordelaise? Il peut l'être, on l'a vu, c'était je crois la saison 2016-2017, je crois, où il avait beaucoup marqué, il avait débloqué des matchs à lui tout seul sur des feintes lointaines, sur des prises d'initiative. Aujourd'hui, c'est vrai que les Girondins en manquent un petit peu de prises d'initiative comme celle-ci, surtout dans ces trois du milieu, parce qu'après Camano, Caramo et Calou, eux, sont là pour les prendre et en un contre un sont de très bons joueurs de foot. Après oui, quand on regarde, c'est vrai, Otavio aujourd'hui il assume vraiment ce rôle de sentinelle un peu à l'ancienne, un peu à la Marco Verratti, qui se projette un peu plus peut-être vers l'avant, mais voilà, un petit gabarit qui est solide, qui reste devant la défense, qui a une bonne justesse technique, je trouve, dans la transmission. Ça n'a pas été le cas malheureusement contre Caen, mais contre Caen il y a eu très peu de positifs quand même à sortir du match, notamment sur la deuxième mi-temps. Mais Lucas Leragueur, je trouve qu'il apporte de plus en plus aussi. Younous Sankaré, on sait qu'il aime aussi ça, hein. C'est un joueur qui a été formé beaucoup plus dans une position beaucoup plus haute. Donc voilà, après Valentin, moi c'est quelqu'un que je connais un peu aussi personnellement. Et voilà, je trouve que c'est un super garçon, c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui s'accroche, il est professionnel. Aujourd'hui, la situation est délicate pour lui parce qu'il en a souffert d'être très peu dans le groupe, très peu convoqué. Il s'est accroché avec la réserve, il avait marqué je crois la semaine d'avant le match contre Caen, il a été récompensé. Tant mieux pour lui, et c'est un joueur qui, oui, effectivement, dans le profil un peu des trois milieux de terrain des Girondins de Bordeaux, est peut-être le plus à même à apporter ce lien en fait entre la ligne défensive et la ligne d'attaque. Lui, il a la qualité technique dans la transmission, dans la capacité à éliminer. Maintenant, on le sait, sa qualité de frappe, la qualité de passe, oui, mais un joueur a besoin de jouer, d'enchaîner les matchs, d'enchaîner les minutes, et pour l'instant, malheureusement, il en est privé. Donc, avant de réussir, je pense, à retrouver un niveau conforme à sa qualité, il va falloir qu'il soit un petit peu plus dans le groupe, on l'espère pour lui, et qu'il puisse montrer toutes ses qualités. Ses qualités, on les connaît, et c'est vrai que c'est un joueur qui peut apporter un plus à cette équipe. On pourra tout de même souligner le très bon accueil du public bordelais lors de son entrée à Caen, qui a quand même
signaler sa satisfaction Ouais. de le voir rejouer en tout cas. Oui, bien sûr. On peut le louer aussi, effectivement, et l'apprécier. C'est qu'on parle souvent d'un Matmut Atlantique qui sonne creux, et il faut quand même toujours se féliciter de l'ambiance assurée par le virage sud, par les ultramarines qui sont là, qui sont toujours là, qui chantent, qui font du bruit et qui n'oublient pas les joueurs du cru, les joueurs qui ont été importants par le passé. Valentin est encore jeune, mais il a marqué des buts quand même qui étaient très très importants, qui ont compté, qui étaient précieux. Et ça, on l'oublie pas, parce qu'on sait, les supporters des Girondins de Bordeaux le savent. Ils savent que c'est un vrai bon mec, que c'est un travailleur, et qu'il n'est pas là pour tricher, qu'il est professionnel, qu'il ne s'égare pas, et qu'il s'accroche avant tout pour essayer d'intégrer le groupe. Aujourd'hui, il y a plus de concurrence dans ce groupe-là, notamment à son poste. Donc voilà, mais il lâchera pas. C'est le tempérament, c'est un Argentin, il lâchera pas, il se battra, il donnera tout, et c'est vrai qu'il a le soutien de ce public qui est formidable, malgré des périodes un peu plus compliquées. Ils sont toujours là, et ça aussi, il faut le souligner. Vous venez de le dire, à juste titre, malheureusement, le Matmut Atlantique sonne creux. L'affluence du stade est souvent critiquée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est forcément dommage de voir un stade de 42 000 personnes à moitié rempli et encore. Ouais. Non, c'est triste. Moi, j'ai pas mal suivi ce qui s'est dit à la conférence de presse des repreneurs américains et la volonté de M. Longuepé aussi. Alors oui, effectivement, d'avoir la volonté de ramener les gens au stade, de simplifier les choses. D'accord, dans l'idée, dans les paroles, je veux bien. Maintenant, après, dans les actes, c'est plus difficile, parce que quand on voit la complexité, et quand ce stade qui est magnifique est plein, pour sortir et pour rentrer chez soi, c'est quand même dramatique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir trouver comme solution? Après, il y aura l'opération séduction, effectivement, avec des joueurs de renommée mondiale qui vont arriver, on l'espère. Mais c'est difficile, et pourtant Bordeaux reste malgré tout une ville qui aime le foot. Le football a toujours eu une place importante dans la ville de Bordeaux, et je pense qu'aujourd'hui les gens souffrent effectivement de ça. Moi, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi un peu à l'Escure, Chaban, et c'est vrai, quand j'y vais, j'ai la chance encore de faire pas mal de matchs, et de souvent faire les Girondins le dimanche, vu qu'ils sont en Europa League le jeudi. Et ça m'attriste de voir ce stade, effectivement, moi j'en plaisante un petit peu avec l'attaché de presse des Girondins, ou les gens de la sécurité, quand la réunion à H-2, 2 heures avant le match, je demande l'affluence, et qu'on me dit il y aura 20 000 ou 22 000. Je dis ouais, c'est la fourchette haute, parce que globalement ça tourne entre effectivement 16, 17, et c'est difficile d'aller au-delà, et voilà, moi ça m'attriste. Après, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Je sais pas, d'avoir peut-être déjà dans un premier temps un jeu un petit peu plus séduisant, un petit peu plus flamboyant, qui va donner envie aux gens de revenir. C'est tout ce que je souhaite, bien sûr, au club et aux Girondins de Bordeaux. Mais c'est vrai que moi, quand je vois ce stade qui est magnifique, encore une fois, ça m'attriste un petit peu, en tant que Bordelais aussi, de ne pas avoir plus de soutien, plus d'effervescence, parce que je sais qu'il y en a. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au football, et voilà, il faut que les gens reviennent au stade, parce que j'espère que le projet qui est en train de se monter va leur donner envie de ça. Bon, alors voilà, là, du coup, la transition est toute trouvée avec le nouveau projet, comme vous l'appelez. Ouais. Les Girondins viennent de passer, comme on le sait, il y a quelques jours sous le pavillon américain. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Quel est votre regard? À quoi on peut s'attendre? Est-ce que vous êtes plutôt positif? Dites-nous tout. Je suis plutôt positif, déjà, dans le sens où ça y est, c'est fait. Parce que voilà, ça a été très long, beaucoup trop long à mon goût, et voilà, aujourd'hui il y avait effectivement la volonté d'M6 et de Nicolas de Taverneau de vendre. Je pense qu'il demandait aussi pas mal d'argent, par rapport à ce que représentent les Girondins de Bordeaux, par rapport au centre d'entraînement, au château du Haillan. Tout ça, ça a été assez difficile de trouver des repreneurs. Les Américains sont arrivés, ça a mis du temps par rapport aux garanties financières. Aujourd'hui, heureusement, c'est réglé. Ils vont pouvoir aller de l'avant, même si on sait que M. Longuepé ne sera pas officiellement président, en tout cas en fonction, avant début d'année 2019, en raison de ses obligations un peu avec le comité olympique
Paris 2024, dans lequel il s'occupe depuis plusieurs mois. Et donc voilà, donc c'est M. Dagrosa qui assurera la présidence jusque-là, qui est quelqu'un de passionné, pour avoir un petit peu échangé avec lui. C'est quelqu'un de passionné, c'est un Américain, donc on connaît la place du sport aux États-Unis, hein, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a une vraie volonté de développement du club, de séduction aussi, de donner envie aux gens de revenir au stade. Maintenant, c'est très difficile de connaître un petit peu la vraie volonté des repreneurs, parce que alors Gaëtan Huard était avec lui en avant-match, le match contre Caen, et il a essayé d'en savoir un petit peu plus, et aujourd'hui ils nous ont parlé d'un projet sur 3 ans. Mais bon, sur 3 ans, pourquoi? Pour essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, pour voir l'arrivée de joueurs importants. C'est difficile de se prononcer sur l'idée du projet. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y aura un regard neuf avec une vraie locomotive, aussi une envie de redynamiser un petit peu tout en gardant aussi quand même les fondamentaux au niveau du club. Les personnes, les salariés du club ne savent pas encore ce qu'il en est, s'ils vont rester, s'ils vont pas rester. Donc ça aussi, il faudrait que ce soit un petit peu éclairci assez rapidement. Mais après, voilà, moi je suis un éternel optimiste. Donc j'ai envie de croire que les Américains sont là pour faire du bon travail, pour investir, pour réussir à faire venir de bons joueurs. Pour ça, bien sûr, il faut mettre le prix. Alors pour l'instant, on n'a pas d'idée réelle de ce qui peut être alloué, notamment au recrutement, du budget très clair apporté par les Américains. Maintenant, moi je pense que dans l'idée, ce sera un petit peu comme à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire sans parler du Champions Project qui avait été annoncé comme ça, mais je pense que ça va être dans l'idée d'investir, mais de pas faire non plus n'importe quoi. C'est-à-dire d'investir de manière intelligente. Il compte pour ça, et je pense Ricardo, qui a beaucoup d'expérience, pour les guider. C'est quelqu'un qui va être très écouté. Et voilà, s'il faut à un moment donné mettre un petit peu la main à la poche pour payer peut-être un joueur une somme un petit peu plus importante, j'espère en tout cas qu'ils n'hésiteront pas à le faire pour essayer de renforcer cette équipe. Mais moi j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à ce souffle nouveau, à l'envie de nos amis américains de développer encore un petit peu plus le club. Très bien, ça c'était donc le futur. Parlons un petit peu du passé et d'M6. Cela boucle donc 19 ans de bons et loyaux services à la tête des Girondins. Que retiendrez-vous de cette direction symbolisée par Nicolas de Taverneau? Les titres, il y en a eu, des titres, dont un magnifique en 2009, qu'il ne faut pas oublier. Ça a peut-être été sur les années M6 et les années récentes, peut-être la meilleure saison au niveau de ce titre de champion, du jeu produit, de l'engouement qu'il y avait derrière les Girondins de Bordeaux. C'est là où on voit, encore une fois, que c'est une ville de sport en général, aussi bien pour le rugby que le foot, et pas seulement, pour d'autres sports aussi, comme peut être le hand notamment, ou le volley dans certains temps. Mais c'est une ville de sport. Aujourd'hui, je retiens beaucoup de positifs, de belles images, même si, parce que je suis né aussi dans les années 80 et j'ai grandi un peu avec les Girondins de Bordeaux étant là-bas, et voilà, l'épopée notamment de Gaëtan, qui aujourd'hui est mon ami, et j'arrive pas à y croire tous les jours, qu'aujourd'hui je suis aussi proche de lui, et après être allé à Chaban, à l'Escure, pour voir cette épopée en 95-96, c'était pas la même direction à l'époque. Moi, ce souvenir-là, il reste gravé à jamais. Après, ce qu'a fait M6 au niveau de l'investissement, au niveau de l'envie de perdurer, de faire perdurer le club, de pérenniser, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, le titre en Coupe de la Ligue, le titre de champion de France, avec Johan Gourcuff, avec Marwan Chamakh, avec la réussite aussi de la formation. Je suis très ami avec Marc Nanus depuis longtemps, donc le voir aussi lever ce trophée-là. Je retiens beaucoup de belles choses, des parcours européens qui sont allés un petit peu moins loin, mais il y a quand même eu de belles histoires. Moi je retire du positif globalement de ces années-là, un petit peu moins sur
sur la fin, mais après le football évolue tellement vite aujourd'hui avec les repreneurs, avec beaucoup d'argent dans certains clubs, et c'est difficile de suivre ce rythme-là. Et voilà, je trouve qu'ils ont su continuer aussi à développer le centre de formation qui est important au Girondins de Bordeaux, et aujourd'hui on voit quand même qu'il y a des joueurs qui sortent. Et voilà, je pense que globalement ils ont vraiment fait du bon travail. Et vous l'avez dit, 19 ans, c'est pas rien. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour les remercier et puis pour leur tirer un coup de chapeau pour ces 19 saisons. Vous l'avez évoqué aussi, le retour de Ricardo qui a soufflé un souffle nouveau, notamment sur le rôle d'Otavio. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour et notamment de son association entre guillemets avec Eric Bédoué sur le banc des Girondins? Moi, son retour, je le trouve positif. Après, c'était difficile, je pense, de trouver quelqu'un comme ça en cours de saison, quelqu'un de libre déjà, et il y avait aussi cette complexité, de voir que le projet n'était pas entériné, les repreneurs n'avaient pas été encore officialisés, donc c'est aussi difficile de faire revenir un entraîneur dans des conditions comme ça, alors qu'on ne sait pas encore où on va. Après, Ricardo, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui a connu de gros soucis de santé récemment, qui est très famille, très affectif, et je pense que ce groupe-là avait besoin de ça, pas pour dire que Gustavo Poyet ne le faisait pas, parce que je trouve que c'était un très bon entraîneur aussi, qui savait amener du sourire, de l'envie à son groupe. J'ai été un petit peu surpris par son départ, parce que je pense très sincèrement que c'était un entraîneur de qualité, qui avait encore un bout de chemin à faire avec les Girondins. Après, ça a été un choix par rapport aux déclarations notamment de l'entraîneur uruguayen. L'arrivée de Ricardo, moi je la vois de manière très positive, parce que c'est un joueur un ancien joueur, un entraîneur qui est respecté, qui est respecté au club aussi, c'est-à-dire que tous les salariés, beaucoup de salariés le connaissent, et tout le monde s'est félicité de son arrivée. L'association avec Eric Bédoué et Patrick Colter est intéressante. Patrick Colter et Ricardo se connaissent parfaitement. Eric les connaît aussi très bien. Donc moi, il y a juste un truc qui me chagrine un petit peu, c'est de voir sa situation sur le banc. Je pense très très honnêtement que c'est pas viable sur le long terme, que c'est aujourd'hui de voir qu'un homme comme Ricardo qui a joué en France pendant de si longues saisons, qui a entraîné dans plusieurs clubs en Ligue 1, et qui a vraiment entraîné, qui a été dans sa zone technique et qui a exercé son métier pleinement, le voir aujourd'hui cantonné à ce rôle d'entraîneur assis, qui ne peut plus parler, qui ne peut pas échanger pendant un match, pour moi, sur de long terme, c'est pas viable. Et aujourd'hui, je suis très très triste pour lui. Je sais qu'il souffre de cette situation-là. Eric Bédoué fait très très bien son travail, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, Ricardo est un homme qui a besoin de s'exprimer, qui le fait tous les jours à l'entraînement, et qui en est privé dans les jours de match. Donc, pour beaucoup en parler avec Gaëtan Huard ou avec Patrice Ferré, qui je commande souvent les matchs, c'est vrai qu'il me dit, je pense à juste titre, que voilà, quand on fait des séances d'entraînement et qu'on parle, et que là l'entraîneur ne parle pas, même si c'est Eric qui le fait, c'est pas la même chose, et on n'est pas entendu de la même façon, on n'est pas... donc sa situation pour moi est vraiment vraiment très très difficile à vivre, et j'espère que ça va pouvoir changer rapidement, parce que je trouve ça, sincèrement et personnellement, je trouve ça aberrant. Oui, c'est vrai qu'en plus, nous avions entendu qu'à l'antenne, vous parliez d'une mascarade. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est assez irréel et fort dommage pour Bordeaux, parce que c'est certain qu'il pourrait apporter un énorme plus en étant sur la zone technique. Nous, effectivement, on avait parlé de mascarade ce jour-là, mais on trouve ça aberrant, et je le redis, c'est une personne comme Ricardo qui a joué pendant de nombreuses saisons en Ligue 1, qui a entraîné en Ligue 1, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut décider de le priver d'entraîner, de coacher réellement? Moi, je trouve ça incroyable, et aujourd'hui, un club a besoin de son entraîneur, lors des séances d'entraînement, mais a besoin de son entraîneur en match aussi. Et pour nous, effectivement, le mot était un peu fort peut-être, mais c'est vrai que la mascarade, ça résume parfaitement, parce que aujourd'hui, j'arrive toujours pas à comprendre, et on a essayé, nous, de l'avoir, Ricardo, en avant-match, et on sait qu'il nous apprécie quand même globalement, et lui nous dit
manière la plus sincère possible. Vous comprenez que je peux en parler parce que aujourd'hui, je suis un petit peu privé d'exercer mon métier pleinement. Donc, je vais pas venir me répondre. Donc, ce que je comprends sans aucun problème et voilà, c'est assumé pleinement par les Girondins. Ils nous l'ont dit aussi de manière très sincère. C'est comme ça. Ricardo aujourd'hui est privé de pouvoir entraîner, exercer son rôle à fond. Donc voilà, nous on fonctionne comme ça. Après pour Eric c'est bien. Eric Bédoué est une très belle personne et quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est au club depuis très longtemps, qui fournit un excellent travail et voilà, qui doit aussi un petit peu s'affirmer dans ce rôle-là, dans ce rôle de communicant au bord du terrain. C'est pas facile, mais il le fait plutôt bien. Mais ça reste, c'est l'adjoint, c'est pas l'entraîneur numéro 1. L'entraîneur numéro 1, c'est Ricardo, et les consignes qu'on entend sur un terrain, c'est très souvent celle de son entraîneur qui part toute la semaine à l'entraînement. Donc c'est une situation qui est très difficile à vivre. J'ouvre un petit peu un dossier mercato. Lors d'un direct, vous avez déclaré que Bordeaux pisterait Kenny Lala, le latéral de Strasbourg, on le rappelle. Que pensez-vous de ce joueur? Que pourrait-il apporter au club girondin? Et est-ce que vous le connaissez personnellement pour avoir eu cette information? Je sais qu'il fait partie d'une liste de joueurs qui intéressent les Girondins de Bordeaux. Ça, je le sais. Mais aujourd'hui, Kenny Lala, il n'intéresse pas que les Girondins de Bordeaux. C'est-à-dire que même plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il confirme. On parle de la difficulté de se montrer constant, de répéter les performances. Je pense que lui, il le fait toutes les semaines. Et voilà, il a eu un parcours un petit peu semé d'embûches. Moi, je l'ai connu un peu au Paris FC à l'époque. Il a su rebondir à chaque fois. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs latéraux de notre championnat. Je trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs que les Girondins pensent à lui. Parce que, alors, on en parlait aujourd'hui des latéraux. Je pense qu'on a la qualité de ce côté-là. On voit Palencia qui est intéressant. On sait que Youssouf Sabaly peut jouer dans ce rôle-là habituellement. D'ailleurs, il joue dans ce poste de latéral droit, même s'il dépanne un petit peu à gauche comme il sait aussi bien le faire. Après, ça pourrait apporter quelque chose, je pense, parce que c'est une valeur sûre de notre championnat. Après, des informations directes, j'en ai pas. J'ai pas forcément échangé avec lui à ce sujet-là, mais moi je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui Bordeaux puisse s'intéresser à ce genre de profil, parce que c'est un joueur polyvalent aussi qui est capable de jouer, pourquoi pas dans une défense à 5, trois défenseurs centraux si elle vient à être pensée et réfléchie par Ricardo. C'est un joueur qui apporte de l'envie, beaucoup de détermination et je pense que c'est important d'avoir ce genre de qualité dans un groupe. Et du coup, en termes un peu plus généraux, le mercato hivernal approche à grands pas. Dans quel secteur doit se renforcer l'équipe bordelaise pour, en tout cas, espérer effectuer une meilleure deuxième partie de saison? C'est difficile à dire parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'interview, je trouve que très sincèrement, je trouve que l'équipe est plutôt équilibrée. Je trouve que quand on regarde tous les postes, il y a pas vraiment de lacunes et de points noirs, je trouve, à certains postes. Après, en défense centrale, je trouve que les Girondins sont plutôt armés. Je trouve que au poste de latéraux, même si la venue éventuelle, même si je pense que les Strasbourgeois n'entendent pas de cette oreille-là, et bien sûr qu'ils ont envie de le conserver le plus longtemps possible, Kenny Lala, mais les latéraux, je trouve qu'ils sont plutôt solides aussi. Offensivement, en espérant retrouver un Nicolas de Tréville un peu en confiance qui pourrait aussi apporter une solution éventuellement de rechange, voire plus, parce que ça reste un joueur de qualité, Nicolas, et voilà, il a besoin de retrouver vraiment de la confiance et d'enchaîner les minutes. Quand on voit les Camano, Calou, Caramo, offensivement, Cornelius brillant. Après, c'est difficile sur une trêve hivernale de faire venir des joueurs, d'avoir des joueurs qui ont des velléités de départ à ce moment-là ou qui jouent très peu dans un club. C'est assez délicat. Moi, je dirais peut-être un milieu de terrain relayeur, peut-être un petit peu plus performant et un petit peu plus expérimenté. Mais après, offensivement, je trouve ça plutôt intéressant. Après, un 9, ça peut être une possibilité. Jimmy, on le sait, aujourd'hui, joue dans ce rôle-là. C'est pas
il aime jouer dans ce rôle d'avant-centre, mais c'est pas forcément son poste de formation. Cornelius, il y a les adducteurs qui sifflent, je crois, depuis un petit moment, et ça lui permet pas de jouer un petit peu plus longtemps, malheureusement. Donc pourquoi pas dans ce rôle-là, après trouver un numéro 9 de grande qualité lors d'un mercato hivernal, ça relève aussi du miracle. Donc je pense pas que le mercato soit très très actif et très très riche du côté des Girondins cet hiver. Pour rebondir un petit peu sur le mercato, un certain Grégory Sertic a quitté les Girondins de Bordeaux il y a quelques saisons maintenant, et on sait que vous appréciez beaucoup ce joueur. Ouais. Comment avez-vous vécu le traitement qui lui a été réservé suite à son départ des Girondins? On repense aux lettres qu'il a reçues, à tous les avis sur les réseaux sociaux et tout ça. Quelque chose d'assez compliqué à vivre. Comment avez-vous vécu ça, vous, de votre côté? Je trouvais ça dur parce que pour le coup, Greg, je le connais très bien. Et c'est un joueur entier. On parlait de joueurs qui ne trichent pas. Je pense que lui en est un. C'est un grand professionnel. Il s'est toujours donné à 300% pour les Girondins de Bordeaux. Son club formateur, c'est une ville, un club qui compte énormément pour lui, mais encore aujourd'hui. Et c'est vrai que voilà, quand on est formé au club, quand on a tout connu ici et qu'on reçoit ce genre de traitement, c'est très difficile à vivre personnellement, je pense. Et moi, j'ai pas vraiment compris en fait ce genre de choses, parce qu'on sait que Bordeaux est plutôt un club familial. En plus, c'est plutôt un club entre guillemets sans histoire, et enfin, voir ce genre de choses avec des lettres de menaces de mort, des trucs, je trouve que ça va quand même très très loin pour un joueur qui a toujours été sérieux, appliqué, rigoureux, qui n'a jamais triché, qui est vraiment une belle personne en plus humainement. Voilà, j'ai trouvé ça difficile, sachant qu'il a été soutenu par le club, ça c'est certain. Quand il a eu sa blessure, qui aujourd'hui malheureusement il traîne encore, sa blessure au ligament croisé, le club a toujours été là, il s'est accroché pour revenir. Il y a eu cette opportunité, après il a fait son choix, ça n'a pas été facile. Il a fait son choix, c'est difficilement refusable à l'époque. Voilà, moi j'ai trouvé ça très dur, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et donc voilà, j'ai été touché aussi quelque part par le traitement qu'il a reçu, le traitement qu'il reçoit d'ailleurs encore aujourd'hui, pour d'autres raisons à Marseille, mais voilà, c'est difficile de voir un joueur mais vivre ces moments-là qu'il vit en ce moment. Et voilà, je lui souhaite beaucoup de courage en tout cas, et je suis à fond derrière lui, et j'espère qu'il va pouvoir rebondir très vite. Et voilà, l'épisode de Bordeaux, rassurez-vous, il revient encore à Bordeaux, il aime bien sa région, même s'il y a eu des moments difficiles, il est là, il est toujours attaché, il n'hésite pas à revenir un petit peu sur le bassin, passer du bon temps quand il est en vacances et qu'il peut couper, et voilà, ça n'empêche pas de revenir à Bordeaux, bien au contraire, mais j'ai trouvé ça très dur, très très dur par rapport à la qualité du joueur, et surtout à son investissement au club, qui a été vraiment constant, et voilà, il a toujours été là. Ouais, c'est en tout cas une très bonne nouvelle à entendre, et c'est vrai qu'on est d'accord sur ce point-là. C'est allé beaucoup trop loin, et surtout pour des supporters un petit peu plus attachés au club comme nous, et qui avons une réflexion un petit peu plus, je sais pas, poussée que tous les autres qui l'ont menacé. C'est vrai que même nous, extérieurement, ça nous a forcément touchés, et on n'imagine même pas pour lui à quel point ça a dû être compliqué à vivre. Bien sûr. Ceci étant, on ferme un petit peu la page des Girondins à l'actuel, et on va évoquer un petit peu votre profil à vous pour terminer cette interview. Ouais. Vous nous avez à juste titre évoqué que vous êtes originaire de Bordeaux, donc quelle attache avez-vous à cette ville et donc à ce club forcément? Cette ville, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes armes, où j'ai joué au foot pendant de nombreuses années. C'est ma ville, J'ai ma maman qui vit encore là-bas, mon papa lui n'est plus à Bordeaux mais depuis longtemps. Il habite maintenant en Suisse, mais voilà, j'y reviens très souvent avec mes enfants dès qu'on peut partir. Le week-end, c'est pas forcément le cas, parce que le week-end, bien sûr, on travaille,
mais après, dès qu'il y a quelques jours de vacances, dès qu'on peut partir pour amener les enfants chez leurs grands-parents, c'est avec grand plaisir. J'ai ma maman qui est là-bas, qui compte beaucoup pour moi, et mon beau-père avec mes sœurs aussi. Et voilà, c'est une région, c'est une ville qui est plus qu'importante aujourd'hui. J'ai besoin d'aller à Bordeaux, c'est chez moi. Et voilà. Après le club, je l'ai connu depuis que j'étais tout petit. J'ai joué au foot, donc j'étais très vite passionné, et j'ai eu la chance à l'époque, c'est vrai, de vivre ces années avec Gaëtan, avec Larazou, avec Zizou, avec toute cette génération, avec les Dugas, avec ce parcours de 95-87 qui est extraordinaire et qui restera à jamais ancré dans ma mémoire. Et voilà, quand on vit ce genre de moment avec un parc Lescure plein, avec 30 000 personnes et qui poussent, qui chantent, et voilà, là on sentait vraiment une effervescence immense. Et voilà, c'est un club aussi qui me laisse pas indifférent, et je suis très très heureux aujourd'hui j'ai la chance de retourner à Bordeaux, et je peux faire un petit coucou à ma maman, à ma famille, et puis ensuite je suis très heureux de commenter les Girondins de Bordeaux. C'est quelque chose de très important pour moi. Vous l'avez évoqué en tout premier dans votre réponse, votre jeune parcours de footballeur et une relation avec un certain Jean-Marc Furlan que nous avons lu dans un autre site. Est-ce que vous pouvez évoquer cette anecdote croustillante? Ouais, après, bon, à travers le parcours de chacun, on croise certaines personnes. Moi, j'ai commencé à jouer au foot assez tard. J'ai commencé à jouer au Stade Bordelais. Je suis resté d'ailleurs quasiment tout le temps là-bas, en 15-17 nationaux, et j'ai connu beaucoup d'entraîneurs. Et bien sûr, à l'époque, des entraîneurs qu'on croisait, comme Jean-Marc Furlan, comme du côté des Girondins, il y avait bien sûr Jean-Louis Garcia qui était là, et beaucoup d'entraîneurs qui ont évolué ensuite, qui sont parvenus à entraîner en professionnel. Et voilà, après il y a les questions de choix, c'est-à-dire que je jouais au Stade Bordelais à l'époque en CFA, et ensuite il y a des choix à faire. Moi, je suis parti par la suite jouer à Saint-Sulpice et Camérac parce que j'ai mes parents qui habitaient là-bas. On a déménagé là-bas, donc le club était bien structuré, c'était intéressant, et du coup je suis parti là-bas retrouver pas mal d'amis, et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver cette ambiance-là. J'ai croisé Jean-Marc à de nombreuses reprises parce qu'il était à Libourne, et on jouait souvent contre Libourne à l'époque, et avant. Je l'avais croisé quand j'étais en jeune au Stade Bordelais. Je croisais les Mathieu Valbuena que j'ai très bien connu, contre qui j'ai joué quand il était à Longon, quand il était à Libourne ensuite par la suite aussi. Et voilà, il y a eu une possibilité, il y a eu plusieurs possibilités quand j'étais plus jeune déjà d'intégrer le centre des Girondins, quand j'étais en 15 nationaux et en U17. Et voilà, c'est des choix que j'ai fait, des choix personnels. Il y avait une grosse rivalité entre les Girondins et le Stade Bordelais à ce moment-là. Et puis moi j'étais bien au Stade Bordelais, on avait une équipe de copains aussi, et donc j'ai toujours voulu rester. Et ensuite, un peu plus tard, effectivement, il y a eu Jean-Marc qui a eu la possibilité de jouer, pourquoi pas, à Libourne, et de tenter quelque chose de plus important à l'époque où Libourne tournait bien, était monté en Ligue 2, et voilà, ça s'est pas fait parce que moi j'étais à la fin de mes études. Je suis parti pour faire mon stage de fin d'études à Paris en 2006, et depuis je suis resté là-bas. Voilà, ça fait 12 ans que je suis là-bas, et je suis heureux d'être à Paris, et heureux aussi bien sûr de revenir à Bordeaux, de recroiser tous ces gens-là. Ouais, une très belle réussite du coup, pour le coup, dans un autre milieu, mais une belle réussite quand même. Ouais, non, tout à fait. Du coup, pour un petit peu rebondir là aussi sur ce sujet de commentateurs et de journalistes sportifs, Ouais. vous commentez très régulièrement les matchs de Bordeaux, on vous Ouais. entend souvent à l'antenne d'ailleurs. Et du coup, est-ce que c'est une question un petit peu, un petit peu personnelle, mais vous pouvez répondre si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Sûr. Est-ce que c'est compliqué parfois de commenter les Girondins? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une ferveur derrière ce commentateur qui doit pourtant rester neutre, mais est-ce que c'est pas compliqué parfois? Non, franchement non, parce que après en fait on apprend petit à petit, et la Ligue 1 ça fait depuis maintenant
plus de 6 saisons qu'on a la chance de l'avoir sur le BIM. Et voilà, un peu au départ, oui, il y a un attachement à la région, un attachement au club. J'ai jamais été non plus, même si j'ai des souvenirs qui sont immenses dans ma mémoire et dans ma tête, j'ai jamais été un supporter, un grand supporter des Girondins de Bordeaux dans le fond. J'ai toujours bien aimé les Girondins parce que c'était mon club, c'était ma ville. Et voilà, et j'allais au stade depuis que j'étais tout petit et c'est un club que je suivais avec beaucoup d'attention. Et après, en fait, quand on commence à avoir la chance de commenter de la Ligue 1 tous les week-ends, de vivre des saisons européennes, j'en ai vécu avec Bordeaux. Du coup, par la force des choses, quand Bordeaux joue le jeudi, le dimanche, c'était souvent moi qui refaisais les matchs. Donc on partage des moments parce qu'on se déplace. Par moments, on rentrait avec eux en avion. Donc on vit des moments qui sont sympas. Je l'ai vécu avec Bordeaux, je l'ai vécu avec Saint-Etienne aussi. Une saison, j'ai beaucoup suivi Saint-Etienne par rapport à leur parcours en Coupe d'Europe. J'ai fait beaucoup d'Olympique de Marseille la saison dernière. Et en fait, on apprend à s'attacher à beaucoup d'équipes, beaucoup de clubs. Voilà, l'image du football aujourd'hui qui est pas très positive. Voilà, nous, peut-être parce qu'on a un rôle peut-être différent, mais en tout cas, quand on est à leur contact, quand on a la chance de vivre ces moments-là sur la pelouse avant les matchs ou quand on va les rencontrer au centre d'entraînement, il y a c'est vraiment dans une ambiance très sympa et où il y a un échange, il y a un partage et c'est ce qu'on a la chance de vivre au quotidien. Donc on s'attache à différents clubs. Aujourd'hui, quand je fais Bordeaux, je suis personnellement très heureux de faire Bordeaux, de revenir à Bordeaux et de les faire, mais j'ai pas de difficulté, plus de difficulté que ça à les faire parce que je suis content et après j'essaye, c'est notre rôle premier d'être le plus objectif possible dans mon commentaire. Alors après il y a des petites choses que ressentent les supporters des Girondins parce que j'ai grandi là, parce que je connais peut-être un peu mieux le club que certains. Et voilà, quand je parle du virage sud, des ultramarines, j'ai des petits mots, des trucs avec des joueurs que j'ai croisés qui se sont faits par la force des choses et par la vie, le parcours de chacun. Donc j'aime venir à Bordeaux commenter les matchs mais c'est pas plus difficile que ça. Et voilà, j'ai vécu de grands moments à Bordeaux, j'ai vécu de grands moments à Marseille l'année dernière, j'en ai vécu à Saint-Etienne, on a la chance d'en vivre tous les week-ends des grands moments et voilà, faut se féliciter de ça et on a beaucoup de chance de faire ce métier-là. Et je suis vraiment, vraiment reconnaissant par rapport à ça et je mesure la chance qu'on a de vivre de notre passion tous les week-ends. Oui, c'est bien normal, c'est vrai qu'on suit un sport magnifique. Exactement. Pour conclure cette interview, comment ne pas parler de votre papa quand on parle des Girondins, qui a donc évolué, on le rappelle, de 75 à 80. Bien sûr. Dans un premier temps, comment va-t-il ? Tout simplement. Il va bien, il est en Suisse depuis maintenant plus de 2 ans. Oui. Il travaille à l'UEFA depuis plus de 2 ans, donc il va bien, hein. Ça lui a fait un grand changement quand il a quitté Montpellier après son parcours d'entraîneur et puis par la suite le directeur du centre de formation. Au niveau du climat, c'est différent, hein, oui, forcément. Il s'y est fait, il s'est adapté, il est heureux en Suisse, la rigueur suisse lui va parfaitement bien. Et du coup, est-ce que les Girondins sont un sujet de conversation entre vous ? Bien sûr, bah oui, parce que lui, c'est pareil, il est bordelais, il a grandi à la Bastille depuis tout petit, donc voilà, il est très attaché à ce club, très attaché à sa ville, il a grandi là-bas, il a été formé là-bas, il a fait ses débuts en professionnel là-bas, donc voilà, c'est un club qui le laissera jamais indifférent et forcément quand on s'appelle, on essaye toujours on parle toujours foot, hein, déjà quand on s'appelle. Ouais. Et on essaye de parler un peu de la famille, on le fait pendant les 5 premières minutes et puis ensuite ça vire très vite sur le foot et on fait un tour d'horizon et on peut parler pendant des heures et des heures d'ailleurs de ça, et puis on revient souvent à parler des Girondins parce que c'est forcément un club auquel il pense peut-être un petit peu plus que les autres, même s'il a connu beaucoup de clubs en France, mais voilà, encore une fois, c'est son club de formation, c'est sa ville, donc ça a forcément un goût particulier. Bah, très bien. Un grand merci à vous pour vos analyses pointues et pour le temps que vous nous avez consacré. On peut vous dire qu'on vous apprécie énormément de vous entendre tous les week-ends et encore plus quand vous commentez les Girondins. C'est gentil, tant mieux. Je vais